Le président, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, monsieur le témoin. Je vois que Maître Rocher est déjà debout. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Bon, de toute façon, c'est une bonne nouvelle. Maître Rocher, c'est une mauvaise nouvelle, mais pas pour votre procès. Monsieur, vous saurez peut-être, monsieur le président, que hier après-midi, alors que l'audience touchait à sa fin, il y a eu un concert à Manchester et 19 jeunes gens sont morts, y compris des enfants. Donc j'aimerais demander une minute de silence si cela ne contrecarre pas trop le calendrier de la Chambre. Le président, bien sûr que cela ne contrarie pas ou ne contrecarre pas le calendrier de la Chambre. Donc nous allons donc observer cette minute de silence pour rendre hommage à ces jeunes gens qui sont morts. Thank you. Le président, merci et merci Maître Rocher d'avoir pris cette initiative. Maintenant, nous devons revenir à la réalité de notre devoir quotidien, mais c'est ce que nous devons faire. Et je pense qu'il revient à Maître Bougnon de continuer à poser ces questions aux témoins. Monsieur le témoin, vous allez bien? Oui, Monsieur le Président. Okay, Miss. Le président, bien. Maître Bougnon? Je vous donne la parole. Maître Bougnon, the floor is yours. Maître Bougnon, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Maître. J'espère que vous avez passé une nuit reposante. Je vais essayer d'être le plus bref possible, le plus court possible, essayer d'avoir quelques éclaircissements pour vous permettre de rentrer au plus tôt chez nous. J'espère bien. Monsieur le témoin, hier, nous nous étions séparés sur la question des armes. Et, monsieur le témoin, si à un quelconque moment vous sentez le besoin de passer à huis clos, n'hésitez pas à le demander à la Chambre. Vous avez évoqué hier M. Madji Le Tokar, vous vous en souvenez? Oui, Maître. Vous avez dit qu'il faisait des entraînements à la place CP1, n'est-ce pas?
j'ai dit qu'il était au niveau de Sikoji et non des entraînements. Vous avez aussi évoqué le fait qu'ils étaient armés, que lui et les gens avec lesquels il était étaient armés. C'est exact? Oui, monsieur. Savez-vous, si vous le savez, savez-vous d'où M. Magui Le Tokar tenait ses armes? Selon les informations reçues par les différents camarades, il se pourrait que Magui Le Tokar avait eu ses armes au niveau de la mosquée de Port-Boué 2. Selon toujours les informations que vous aviez en votre possession, Feu Magui Le Tokar aurait eu ses armes à quel moment? Après que nous ayons fait des barrages, que j'ai fait des barrages plutôt. Est-ce que les mouvements auxquels vous apparteniez avaient un quelconque lien avec Feu Magui Le Tokar? Maître, Magui Le Tokar ne pouvait pas faire partie des mouvements que nous appartenons parce que les mouvements que nous appartenons ne devaient pas avoir d'âme. La seule âme que nous avons, nous devions avoir, c'était notre parole, notre main et notre volonté à défendre notre pays. Merci, monsieur le témoin. Je vais essayer de revenir sur la journée du 25 février 2011. Vous allez essayer, dans la mesure du possible, essayer de vous rappeler de cette journée-là. Le 25 février 2011, qui est, quand on vous a posé la question, la date à laquelle M. Charles Blé Goudé aurait tenu un meeting au Baron Bar auquel vous avez assisté. C'est exact? Oui, maître. Vous êtes arrivé sur le... Excusez-moi. Vous êtes arrivé sur le lieu du meeting à quelle heure, si vous vous rappelez? 9h, 9h30. Selon votre souvenir, ce jour-là du 25 février 2011, vous avez dit hier que le meeting a commencé aux alentours de 11 heures. Est-ce que vous vous rappelez d'un quelconque incident qui aurait eu lieu avant que le meeting ne commence? Et oui, je pense bien que c'est au niveau de l'Institut des aveugles. Il y avait un groupe d'étudiants, un groupe de jeunes venus pour dire que le bus a été incendié. Le 85, je pense bien, le 85 a été incendié au niveau de l'Institut des aveugles. Donc les étudiants ont été pourchassés et s'étant pris la fuite pour venir nous rejoindre au niveau du Baron Bar. En ce moment donc, si je vous comprends bien, le meeting de M. Blé Goudé ce jour-là au Baron Bar n'a pas encore commencé.
Oui, je pense bien. Selon les informations que vous avez eues à cette époque, je comprends que vous n'étiez pas, vous étiez déjà au meeting au Baron Bar quand les jeunes étudiants, donc le bus a été brûlé, sont venus vous informer. Donc je sais que vous n'étiez pas à l'endroit où le bus a été brûlé. Selon ce qui vous a été rapporté, qui seraient les auteurs de cet incident? Les auteurs de cet incident, je ne saurais vous le dire, monsieur, mais je sais bien que le bus a été brûlé et les étudiants sont venus vers nous. Merci, monsieur le témoin. Et ce jour-là, le 25 février, je reviens un peu, le meeting était, vous dites, vous êtes là à 9h30, 10h, le meeting n'a pas commencé encore. Le meeting était prévu pour quelle heure? Normalement, le meeting était prévu pour 10h, je pense bien. Je pose la question à dessein parce que généralement, en Côte d'Ivoire, en Afrique, est-ce que quand on dit un meeting à 9h ou 10h, il se tient généralement? Vous avez dit que vous avez fait la quasi-totalité des meetings de M. Charles Blé Goudé. Est-ce que généralement, les meetings se tiennent aux horaires indiqués? Quelquefois avec un décalage d'une heure, pourvu que la salle et le maximum d'intervenants passent et que la salle soit pleine. Et donc, ce jour, quand les jeunes étudiants viennent et vous informent que le bus dans lequel ils étaient, le 85 dans lequel ils étaient, a été pris pour cible. Après, qu'est-ce que vous avez comme information? Qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes-là? Ces jeunes-là sont venus se recueillir auprès du général Charles Blé Goudé pour prendre les conseils et la conduite à tenir. Je pense bien que la conduite à tenir, il y a certains qui sont venus prendre la conduite à tenir, il y a d'autres qui sont rentrés, je pense bien, à la maison. Et ce jour, donc, après vous avez dit hier que le meeting est fini aux alentours de 13h, c'est exact? Oui, je pense bien. Après ce meeting-là, est-ce que vous êtes allé à la place ce jour, à 13h quand le meeting finit? Est-ce que vous êtes allé à la place CP1? Non, quand le meeting finit, chacun rentre chez lui. Et comme moi, j'étais à Niangon, donc je suis passé par Saint-André pour emprunter le véhicule. Voilà. Et donc, vers 13h, après 13h, vous allez à Saint-André, vous empruntez votre véhicule pour rentrer à Niangon, c'est ça? Véritablement, quand nous sommes partis, déjà, il y avait les BACA, des étudiants en revanche se sont pris au BACA. Le BACA, c'est les mini-cars de 18 à 32 places. Les jeunes se sont pris aux différents conducteurs sous le prétexte qu'ils ont cassé leur véhicule. Donc, eux aussi,
parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'école, ils n'ont pas pu quitter l'université. Donc, eux aussi, ils vont empêcher les BACA aussi de rouler. Mais ça, vous ne l'avez pas vu de vous-même. Non. The question is, Monsieur MacDonald, la question est qui sont-ils? De qui s'agit-il, ces jeunes qui n'allaient pas à l'école ou à l'université, qui avaient attaqué le bac? Ce n'est pas clair, en fait. Président, oui. Le président, la question est qui sont ces personnes qui ont attaqué, pour avoir le sujet. Monsieur le Président, je relis, mais je ne comprends pas la complainte de l'accusation. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, moi, j'ai obtenu une réponse. Je ne sais pas si on a... Well, but can we... Le président, est-ce que nous pouvons tout simplement poser la question suivante? Qui sont ces jeunes gens? Au lieu de nous lancer dans des polémiques, demandez tout simplement. Monsieur le témoin, de qui parlez-vous, en fait? Well, When we left, Lorsque nous sommes partis, les jeunes ont attaqué les minibus, les étudiants. De quels étudiants parlez-vous? je parle des étudiants dont le bus a été incendié. Mr. Prost, Le président, monsieur le procureur. Monsieur MacDonald, il est clair que nous faisons référence à des personnes qui étaient à la réunion. Le président, oui, moi aussi, je le pense. Monsieur MacDonald, j'aimerais demander une autre précision, monsieur le président. Monsieur MacDonald, mais je n'ai pas terminé. Le président, monsieur le procureur, je vous en prie. Monsieur MacDonald, oui, monsieur le président. Il y a autre chose qui devrait être précisée parce que mon confrère avance des suggestions et il n'utilise pas les mots du témoin. Alors, nous comprenons que c'est un bus 85 qui a été brûlé et non pas les 85 personnes qui se trouvaient dans le bus. Si je lis le compte-rendu d'audience en français, le président, oui, mais le fait est que nous devrions poser la question au témoin. Ce n'est pas la peine d'interpréter le compte-rendu d'audience. Nous savons que parfois, il n'est pas suffisant. Donc nous devrons peut-être demander aux témoins de préciser quelque chose, si tant est qu'il faille demander une précision. Maître Bougnon. Monsieur le Président, depuis hier, je m'arrête là-dessus parce que ça, c'est la deuxième fois. Depuis hier, l'accusation, de manière maladroite, tente de me donner tente de me dire comment je devrais mener mon interrogatoire. Hier, les confrères de la défense ont réagi par rapport à ça. Je n'ai pas voulu réagir parce que je trouvais cela superfétatoire. Ce matin, j'ai demandé, j'ai bel et bien posé le contexte au témoin. Et il a donné le contexte. Je lui ai posé des questions. J'ai une démarche que je suis en train de suivre. Si le témoin dit des choses pour lesquelles la Chambre, ou bien pour lesquelles je devrais faire des précisions, je peux le faire, mais on ne peut pas se lever. On ne peut pas se lever et puis dire comme vient de le faire l'accusation, que les jeunes venaient de la réunion. Il n'a jamais dit ça.
qu'on me cite une seule page du transcript Aïe. où le procureur a lu que le témoin vient de dire que les jeunes viendraient de la réunion. Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. Je vous demanderai de continuer à poser vos questions. Je demanderai à Monsieur le procureur de garder ces questions supplémentaires pour le moment des questions supplémentaires s'il a besoin de demander une précision. C'est ainsi que nous devons procéder et non pas demander des précisions lorsque l'une ou l'autre partie a la parole. Donc, poursuivez vos questions, maître, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, ma dernière question avait été, est-ce que vous aviez pu voir les auteurs de ceux qui avaient, ou ceux qui s'en seraient pris au Baka? Vous m'avez répondu non, c'est ça? C'est exact. Vous n'avez pas vu parce que vous étiez encore au meeting, c'est ça? Oui, maître. Hier, vous avez évoqué le nom de l'ancien porte-parole de l'armée ivoirienne, M. Babi Gourou. J'ai fait référence à la page 96 du transcript. Vous vous en souvenez? Oui, maître. L'accusation, vous avez lu votre déposition CIV OTP 0063 1464 à la page 1478. Je vais vous lire une autre page de cette même déposition. Donc je vais lire la page 1478 de la même déposition aux lignes 506 à 509. Pour les interprètes, c'est CIV OTP 0063 1464, page 1478. L'intervieweur 1, Gourou, qui est mort, qui est décédé, qui était un haut gradé de l'armée, qui est venu même à Lokodro. C'est au bombardement de Lokodro qu'il est décédé, il paraît, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont allés là-bas pour prendre des armes. Fin de citation.
Et donc, monsieur le témoin, vous auriez appris que monsieur Babi Gourou serait décédé à Lokodjoro lors des bombardements à Lokodjoro, n'est-ce pas? Oui, maître. Je vais vous présenter un document. Monsieur le témoin, et donc, c'est une question avant de vous présenter le document. Ceux qui vous ont parlé de la distribution des armes, c'est eux qui vous ont appris, qui vous auraient dit que le colonel Babi Gourou serait décédé à cet endroit, n'est-ce pas? Ils n'ont pas parlé des distributions d'armes. Ah. J'ai dit bien que des amis sont allés pour chercher des armes pour se défendre. Ils sont allés demander, donc ils sont allés pour... C'est comme un forcing. Ils sont allés voir et ils disent qu'ils ont trouvé M. Babi là-bas. Donc, il se pourrait qu'il soit décédé là-bas. Merci, monsieur le témoin. Je vais vous présenter le document CIV D25 0037 0001. Le président, Monsieur MacDonald, est-ce que l'on pourrait retirer le document de l'écran avant que le témoin ne puisse le voir? Car s'il s'agit simplement d'une date, nous n'avons pas d'objection. Le président, mais je ne comprends pas. Nous ne le savons pas. Vous êtes en train de suggérer quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit, Monsieur MacDonald. Mais Monsieur le président, regardez, il s'agit d'un article de presse qui n'a pas de valeur probante en soi. Le président, oui, mais nous savons tout cela. Nous savons quelle est la valeur probante à attribuer à un document. Mr. Bougnon. Maître Bougnon. Monsieur le président, je n'ai pas le document. Okay. Monsieur le témoin, vous avez le document? Oui. Ok, je vous laisse 1 minute pour le lire, ça va.
C'est bon, monsieur le témoin? Oui. Je vais lire pour le dossier le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe à partir l'officier de police ne dit pas si la balle a été tirée de face ou de dos, mais de sa description de l'examen extérieur du corps, il apparaît clairement que le colonel-major Gourou a été atteint d'une balle tirée dans le dos. Le tireur était très certainement positionné du côté de la résidence de l'ambassadeur de France, son Excellence Jean-Marc Simon à Cocody. Fin de citation. Monsieur le témoin. Just for the record, we are... Le juge président, la citation est tirée d'un article paru sur un site web. Je veux que cela soit bien précisé. Vous êtes en train de citer le journaliste qui est l'auteur de ce papier. Merci. Monsieur le témoin, est-ce que après la crise, avant la crise ou même pendant la crise, avez-vous eu d'autres informations sur la mort de Babi Gourou, ex-porte-parole de l'armée? Prenez la question, s'il vous plaît. Vous avez dit dans votre déposition que des amis à vous vous auraient dit un certain nombre de choses sur la mort de Babi Gourou. I'm sorry, Your Honor. Monsieur Garcia, pardon, Monsieur le Président, je ne voudrais pas l'on fasse l'amalgame des éléments d'information. J'aimerais simplement savoir de quelle référence mon contradicteur parle. Il est en train de parler de ce sujet depuis quelque temps. Le juge président interrompant. Non. Donnez-nous la référence, s'il vous plaît, maître. When you say you have said that... Lorsque vous dites, vous avez déclaré que certains de vos amis, etc., quelle est la référence? Lu la déclaration du témoin CIV OTP 0063 1464 à la page Well, the reference... Le président. Eh bien, la référence se trouve à la page 11, ligne 9. J'ai dit que certains amis sont allés et ont demandé, etc. C'est probablement la référence. Et je faisais évidemment référence à la transcription en temps réel, version anglaise. Je demanderai à l'accusation de bien vouloir s'abstenir de se lever à chaque fois et d'intervenir, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Merci. Veuillez poursuivre, Maître Bougnon. Monsieur le témoin, et donc je disais par rapport à ce que vous aviez déclaré comme l'ayant appris de la part de vos amis, comme vous l'avez appris de la part de vos amis, et je viens de vous montrer un article de journal qui dit toute autre chose que ce que vos amis vous auraient dit sur la même personne. Ma question est celle-ci. Est-ce que
après la crise ou pendant la crise, avez-vous eu des informations différentes de celles données par vos amis? Oui, maître. Merci, monsieur le témoin. Well, and which is this different information? Le président, quelle est cette information qui est différente? Oui. L'information était différente, c'est que après nous sommes rendus le 5. Certaines personnes à Cocody, nous étions vers Blocos et d'autres camarades m'ont dit que M. Gorou Babi est décédé. Et je sais que ça devait être entre le 3 et le 4. Entre le 3 et le 4 qu'il est décédé. D'autres ont dit que c'est à la résidence. D'autres ont dit que c'est truc. Mais je sais que l'effectivité du décès de M. Babi. Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. Monsieur le témoin, je vais revenir. J'ai une question qui m'avait échappé. Et vous dites le 25 février, après le meeting du Baron Bar, vous n'avez pas tenu un autre meeting à la place CPN, n'est-ce pas? J'ai dit le même jour, nous n'avons pas tenu un autre meeting à la place CPN. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'en ai fini pour mes questions. Thank you very much, Mr. Le président, merci beaucoup. Maître Knops, monsieur le président, Maître Ndri aurait quelques questions supplémentaires à poser. Le président, très bien. Maître Ndri. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je suis maître Claver Ndri, co-conseil dans l'équipe de défense de monsieur Charles Blegoudé. Je vais vous poser juste quelques petites questions de précision. D'accord. Hier, le procureur vous a montré une vidéo et il a fait des arrêts sur image. Je ne vais pas revenir là-dessus. En ce qui concerne certaines personnes qui étaient autour de M. Charles Blegoudé. Il vous a montré M. Konaté Navigué, M. Mia Augustin. Je voudrais juste qu'on précise, si vous le savez, l'origine ethnique ou au moins régionale de M. Konaté Navigué. Monsieur Konaté Navigué, je pense qu'il vient du Nord. Il a même été candidat, je pense, bien dans sa circonscription cette année pour être député. D'accord. Je voudrais aussi que vous précisiez l'appartenance régionale de M. Idriss Ouattara. Idriss Ouattara, son mouvement, je pense que c'était la Voix du Nord. Donc, il vient du Nord. Il vient du Nord, je pense bien d'Odiéné. Je pense bien de la même région que le président actuel de la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez aussi parlé d'un certain Bamba qui était je crois, dans votre mouvement UECOGEP. Je ne sais pas préciser juste le nom. Non. Monsieur Abou Bamba n'était pas au sein de l'UECOGEP. Oui. Il était le président de la génération Blegoudé. D'accord. Elle vient de Bondoukou, je pense bien. D'accord. Au nord-est de la Côte d'Ivoire.
D'accord. Monsieur le témoin, je voudrais juste des précisions. Juste des précisions. Et ce matin, je crois que vous l'avez un peu souligné lorsqu'on parlait de feu Magui Le Toka. Vous avez parlé de la résistance aux mains nues. Qui était le porteur de cette idéologie de la résistance aux mains nues? Le porteur de la résistance aux mains nues, c'était le général Charles Blé Goudé. Pour vous, qui étiez souvent à ces meetings, qu'est-ce que cette idéologie englobait comme expression concrète dans la crise que notre pays a connue? L'expression que cela englobait, selon moi, c'est le dialogue. Amener les gens à comprendre que l'âme des forts, c'était les mots et la parole. Et le président Charles Blé Goudé faisait montre de ses talents d'orateur pour convaincre même les plus sceptiques et même tous ceux qui étaient en belligérance ou en froid avec lui et qui étaient même opposés à sa ligne ou bien à sa vision. Pour dire que tous ceux qui avaient des armes n'étaient pas avec nous. Tous ceux qui avaient des armes à feu, bien sûr. La seule arme que nous avions, c'était notre détermination, notre parole et notre éloquence pour haranguer le foule. Est-ce que, de façon concrète, M. Charles Blé Goudé a utilisé cette idéologie dans ses rapports avec ceux qui attaquaient la Côte d'Ivoire? Je vais être concret. Les rebelles d'hier, M. Ouattao et autres. Est-ce que vous avez souvenance de ce que M. Charles Blé Goudé a fait en ce qui concerne l'approche, le dialogue, la matérialisation de cette idéologie avec ses frères d'en face? Merci bien, maître. Je tenais à dire que le président Charles Blé Goudé a mené plusieurs actions à travers ce dialogue-là. Nous avons eu l'accord du Café de Versailles, où après, pour un problème d'enrôlement, d'audience foraine, où il y avait beaucoup plus de palabres autour de la jeunesse, le président Charles Blé Goudé a pu convaincre les jeunesses, ou même la jeunesse de l'opposition, pour dialoguer et mettre balle à terre pour mettre fin à cette bataille-là. Aussi, en 2007, nous avons eu la flamme de la paix, où nous sommes allés à Bouaké, où il allait à Bouaké convaincre le colonel ou le Comzone Ouattao et le général, bon, je ne dirais pas le général, bon, le général Soroguium, ou même monsieur le président de l'Assemblée nationale actuelle, monsieur Soroguium, a venu dans son village participer avec toutes les forces nouvelles, avec une délégation des forces nouvelles, venir dans son village pour organiser un match et aller aussi dormir chez Ouattao, ainsi de suite. Il y a plusieurs actions comme ça qu'il a menées et il a pu convaincre les plus sceptiques à la cause du dialogue. D'accord. Monsieur le témoin,
est-ce qu'une seule fois, vous qui dites avoir participé aux différents meetings de M. Charles Blé Goudé, vous avez entendu M. Charles Blé Goudé appeler ses auditeurs à s'attaquer aux nordistes de la Côte d'Ivoire ou aux étrangers? La Côte d'Ivoire est une nation hybride où chacun a un lien avec quelqu'un du Nord. Donc, M. Charles Blé Goudé, qui avait pour président de Abou Bamba, président de la génération Blé Goudé, ne pouvait pas demander aux gens d'attaquer, de s'apprendre aux populations du Nord. Sinon, il ne serait pas avec ces personnes-là. Aussi, attaquer plutôt les étrangers. Mais, monsieur, sachez qu'en Côte d'Ivoire, dans presque toutes les familles, il y a au moins une famille où il y a un étranger qui est épousé, ou bien une étrangère qui a épousé un étranger. Donc, s'attaquer à un étranger, c'est comme si on s'apprenait à un membre de sa famille. D'accord. Je voulais finir sur 2 points. Vous avez parlé hier, je ne vais pas revenir là-dessus, tout comme nous avons les vidéos déjà que la Chambre connaît sur certains points que vous avez développés, à savoir les accords de Versailles. Donc, volontairement, je vous mets de présenter ces vidéos. Je voudrais qu'on revienne au 25 février 2011. Le 25 février 2011, hier, vous nous avez parlé de l'exode de la population d'Abobo qui sortait. C'est bien ça, le 25 février 2011. Vous avez parlé hier de la sortie de la population d'Abobo. Vous vous souvenez? Non, maître. Non? Non. D'accord. Hier, vous avez parlé de l'attaque des villes, juste après le dernier meeting de M. Charles Blé Goudé à la place de la République. Vous vous rappelez? Oui, maître. D'accord. Nous allons vous présenter une pièce. CIV D25 0037 0002. C'est le numéro 113 sur notre liste. Et le transcript, c'est CIV. Par la vidéo. Un instant, monsieur le témoin. Donc, nous n'avons pas pour l'article, nous n'avons pas besoin du transcript. Ouais. Je vois que le greffe s'était déjà étonné. Donc, CIV D25 0037 0002. 113 sur notre liste. Je vois M. MacDonald lever. Monsieur MacDonald, avec votre permission, Monsieur le Président. We will have the same object. Le Président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, nous allons soulever la même objection. Je vois que le document est déjà dans le prétoire électronique. Nous aimerions
que des détails soient précisés au fin du compte-rendu, par exemple la source, la date, etc., etc. Nous soulevons une objection. Le président, oui, vous soulevez une objection parce qu'il s'agit d'un article de journal. Monsieur McDonald, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où il émane. Je ne sais pas. A priori, je ne sais rien au sujet de ce document, le président. Eh bien, nous allons entendre la défense nous dire de nous éclairer notre lanterne, maître. But I do not see the document yet. Je ne vois pas encore le document à l'écran. Okay. Bien, je le vois. Monsieur le témoin, vous voyez, Okay, Maître Ndri. Le président, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, maître Ndri? Correct, thank you. Au fin du compte-rendu, s'il vous plaît. Président, le témoin a parlé d'attaque des forces rebelles, des forces pro-Ouattara, juste après le meeting de M. Charles Blé Goudé, que le témoin a daté hier, 27 mars 2011. Ici, nous avons un article de journal qui parle effectivement de l'offensive pro-Ouattara, exactement, qui commence au lendemain donc, de ce meeting. Ce que je voudrais montrer aux témoins, c'était non seulement de lire l'article et de confirmer ou infirmer si lorsqu'il parlait d'offensive juste après ce meeting, c'était bien ce qui était contenu dans cet article de journal. Your Honor. Monsieur Garcia, monsieur le président, non, j'aimerais simplement savoir de quel article il s'agit, de quel journal, parce que je ne vois rien hormis le titre de cet article. To know what news. Je ne sais pas, de quel journal s'agit-il? Cet article a pu être écrit par n'importe qui, oui, je vois. Monsieur le Président. Okay, now, Le Parisien. Très bien, Le Parisien, là je le vois maintenant. Voilà, je le vois maintenant, je le vois. Monsieur Garcia, monsieur le président, il faudrait aussi connaître la référence. Maître Ndri est en train de paraphraser le témoin, mais je regarde la transcription d'hier. C'est juste la manière dont l'extrait ou le passage a été cité par Maître Ndri. Quand je relis la transcription, ce n'est pas exactement les propos que tenus le témoin. Je crois que cela figure à la page 80 du compte-rendu d'hier, lorsque le témoin a évoqué cela. Ligne 18 et suivante. Donc je ne sais pas à quelle fin mon contradicteur souhaite montrer cet article. Au final, si le témoin a déjà apporté une réponse, c'est argumentatif simplement. Le président, non, c'est un article de journal. Monsieur Garcia, non, c'est argumentatif dans la mesure où on essaie de faire changer la réponse du témoin. Le président, non, il s'agit simplement de confronter le témoin à cet article. Enfin, je suppose que c'est le but de cet exercice. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, c'est exactement ce que vous venez de dire, que j'essaie d'obtenir du témoin. Monsieur le témoin, lorsque vous parlez donc d'offensive juste après le dernier meeting de M. Charles Blé Goudé à la place de la République, vous avez parlé d'une veillée. Donc le meeting a eu lieu le 26. Vous êtes resté donc en ce lieu jusqu'au 27. Et ici, nous avons un article qui parle de l'offensive de force pro-Ouattara déclenchée dès le 28. Est-ce que cet article est en rapport avec ce que vous avez donc dit devant cette chambre, les attaques dont vous parliez? C'est exact. Monsieur le témoin, dans la population, vous étiez là? Oui. Ces attaques-là
Vous avez lu l'article. Donc, on parle d'attaque depuis Diokwe, Daloa et dans le front Est. Quelle est, comme vous étiez en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette Chambre en ce qui concerne les effets, vous d'abord personnellement, et principalement dans l'environnement où vous vivez, pour ne pas qu'on soit dans la spéculation. Je veux du concret. Comment la population ivoirienne, principalement donc à Abidjan, je veux parler de vous, et dans le milieu où vous vivez, comment est-ce que cela se manifestait concrètement? Abidjan, c'était la psychose. Tout le monde se ralliait sur Abidjan. Toute la population quittait l'intérieur pour venir à Abidjan. Et Diokwe, moi je vous ai dit tantôt que mon village est situé entre Daloa et Diokwe. Donc la prise de Diokwe, en allant à Daloa, on passe forcément par Guessabo, qui est moi mon village. Donc je vous dis que mon village a été attaqué, pillé et brûlé. Les séquelles sont encore là. Les gens y sont encore. À San Pedro, mon père, ma famille réside là-bas. Mon père a été obligé de fuir, rentrer au Libéria. Tout simplement parce que son fils a un mouvement, ou bien appartient à un mouvement parce que son fils appartient à un mouvement pro-Gbagbo. Donc, c'était la panique et la psychose partout à Abidjan. Chacun cherchait un temps, soit peu, comment se protéger contre ces personnes-là qui venaient. Puisque à chaque fois, on nous donnait des nouvelles, mais ces nouvelles-là n'étaient pas reluisantes. Juste pour qu'on soit clair, quand vous parlez de piller, votre village est pillé, vous parlez de ces forces donc pro-Ouattara qui progressaient sur Abidjan, c'est ça? Oui, monsieur. Monsieur le témoin, je voudrais vous remercier. Et je pense, avec l'autorisation du conseil principal, l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé a fini avec ces questions. Thank you to the Le président, je remercie l'équipe de défense de M. Blé Goudé et je me tourne maintenant vers l'équipe de défense de M. Gbagbo. Maître Altit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de la défense de Laurent Gbagbo par Monsieur Hochet. Thank you, Maître Altit, Mr. O'Shea. Président, merci, Maître Altit. Maître Hochet. Maître Hochet, merci, Monsieur le Président. Monsieur, je suis Maître Andreas Hochet, je représente Monsieur Laurent Gbagbo. Now, before you... Avant d'avoir cet entretien enregistré avec le bureau du procureur, est-ce que vous avez eu des réunions ou une réunion préliminaire avec les représentants du bureau du procureur? Non.
tiens à le dire ici encore. Je lui ai dit que mes amis ne croient pas en vous. À travers vous, je parle de la Cour pénale internationale. Mes amis ne croient pas en vous. Mais moi, je joue les naïfs. Je crois à la justice. Je crois à l'équité de la justice. Donc pour cela, je vais me soumettre à votre question, pourvu que justice soit rendue. Est-ce que l'enquêteur ou est-ce que d'autres enquêteurs vous ont indiqué que vous pourriez être soupçonné d'avoir commis des crimes vous-même? Non. Were you Est-ce que des garanties vous ont été données ou une assurance avant que vous ne relatiez votre histoire aux enquêteurs? Merci, maître. Je pense bien que il m'a tout simplement dit que ma déclaration sera confidentielle et que de dire seulement ce que j'ai vécu et eux vont transcrire ce que j'ai fait. En 2000, tout dernièrement, au mois de février, je fus contacté par les mêmes personnes, les enquêteurs, qui sont venus encore me mettre ici, par le biais de maître, qui m'a appris que si jamais il y avait quelque chose qui me compromettait, elle était là pour me défendre. Et si jamais je n'arrivais pas, ou bien il y a un souci d'incrimination, elle allait passer, elle allait appliquer la procédure. Donc, voici comment, ce qui s'est passé. apart from the Alors, à part les enquêteurs, donc après ou avant avoir rencontré les enquêteurs, est-ce que quelqu'un d'autre, outre les personnes qui travaillent pour la Cour pénale internationale, est-ce que quelqu'un d'autre, disais-je, est venu vous parler au sujet de votre témoignage devant la Cour ou auprès des enquêteurs? Non. and were you Et est-ce qu'à un moment donné, on vous a donné des garanties sur lesquelles vous ne seriez pas poursuivi? Oui. who gave you Et qui vous a donné cette garantie? L'enquêteur. did you Est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez demandé aux enquêteurs d'écrire cela, de vous donner cette information par écrit? Non, maître. Yes, Miss. Le président, oui, mais monsieur MacDonald? Maître Shea. Je ne sais pas ce que va dire mon confrère. Monsieur MacDonald. Alors, je comprends bien. Je pense. Enfin, ce n'est pas la première fois que Maître Shea a recours à cette procédure et ce n'est pas un problème. Il y a un compte-rendu d'audience. Je ne sais pas pourquoi on joue à cache-cache avec le témoin. Tout est consigné, enregistré. Là, je pense que nous perdons du temps qu'il lui pose ces questions. Le président. Oui, à chaque fois, je dois dire que j'ai vraiment du mal à comprendre ce type de questions. Mais bon, qu'à cela ne tienne, poursuivez. Maître Shea, merci, Monsieur le Président. Est-ce que je pourrais demander que nous passions à huis clos partiel? Le Président, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? La greffière d'audience. Maître Shea, donc, vous avez rencontré des représentants de Human Rights Watch. Un homme qui répond au nom de Monsieur Wells. Est-ce exact? Oui. Mais c'est en 2012. And Et qui vous a mis en contact avec Human Rights Watch? Human Rights Watch, c'est un ami, Monsieur Luku de Search for Common Ground. Luku Léon. and did Mr. Wells Est-ce que Monsieur Wells vous a demandé de le présenter à d'autres personnes et d'autres victimes en Côte d'Ivoire? Oui, maître. and Et comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez procédé pour ce faire? Comme nous étions en 2012, tous les camps étaient méfiants. Tout le monde était méfiant. Donc j'ai appelé la victime et nous sommes croisés dans une église. Et là, je l'ai présenté à Matthews Wells. Je les ai laissés tous deux là-bas. you said that Vous dites que tout le monde était méfiant pendant cette période. Est-ce que Monsieur Wells vous a invité à offrir des mesures d'incitation à ses victimes pour qu'elles le rencontrent? Je ne comprends pas bien la question, mais je pense que M. Wells
m'a demandé de créer le cadre. Moi, j'ai tout juste créé le cadre pour qu'il puisse croiser, qu'il puisse faciliter la rencontre avec les témoins.